L'ENSA Limoges est ravi d'inviter Alessandre Chassario pour nous présenter son travail. Voilà. Alors, merci beaucoup oui, de l'invitation. Donc, je vais vous présenter effectivement ma façon de travailler, les objets que je fais. Et je vais essayer d'orienter ma présentation sur un côté art et sciences, parce que je pense qu'il y a beaucoup de recoupements à faire avec vous. Et voilà. Alors, donc, je m'appelle Alexandre Chassario. J'ai créé en 2016 une société qui s'appelle Crafter Studio. Mon parcours, il est assez classique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une formation générale. J'ai fait un bac ES à Toulouse. Et ensuite, je suis arrivé à Paris, où j'ai découvert l'école Boulle, où j'ai fait une formation artisanale en métier d'art, en tournage ornemental. Donc, excusez-moi, le tournage ornemental, je l'ai un peu expliqué pendant le workshop, c'est vraiment le travail du métal sur un tour, comme ça, qui permet de venir usiner de la matière pour créer, en fait, comme vous le faites sur de l'argile, un enlèvement de matière, et de venir donc créer des formes. Après cette école de Boulle, j'ai fait l'ENSI, en fait, pendant 5 ans. Je vais vous montrer donc pas mal de projets que j'ai fait à l'ENSI. Et juste après l'ENSI, j'ai eu la chance de gagner un prix qui s'appelle les Trophée Audi Talents Award et qui m'ont permis, donc j'ai gagné ça en design et je vous invite à y participer parce qu'ils font des prix en art, en cinéma, en son et ça a permis de me financer une partie des ateliers, des machines et des choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce premier objet, c'était en fait un trophée qu'il fallait fabriquer pour le lauréat en design des Audi Talent Awards doit concevoir et fabriquer, enfin concevoir déjà, le trophée de la génération d'après. Et donc moi j'avais trouvé que de faire un silex, ça avait du sens parce que je crois beaucoup, quelque chose que j'ai appris à Boulle, c'est véritablement, on a en fait à l'école Boulle une méthodologie qui est très utile, qui consiste à fabriquer ses propres outils. Donc de façon très, très premier degré, en tournage par exemple, ça consiste à forger ses outils pour faire certaines formes. Je vous ai ramené ce petit objet que beaucoup ont vu, mais en fait, toute une partie des profils qui permettent de fabriquer ces objets nécessite de fabriquer soi-même en fait un outil en le forgeant pour venir créer le bon profil, la bonne forme. Et en fait, cette méthodologie de fabriquer ses propres outils, je l'utilise beaucoup dans ma vie de designer au quotidien, parce que généralement, je fais peu d'éditions, c'est-à-dire que je ne dessine pas des jolies chaises, des jolies lampes. Ce qui m'intéresse, c'est souvent d'inventer des procédés ou des façons de dessiner via des logiciels ou via des expérimentations, via des rencontres. Et c'est ça que j'appelle fabriquer mes propres outils, c'est en fait fabriquer plein d'outils qui me permettent de générer de la nouveauté ou des choses intéressantes. Et voilà. Et donc je trouve que de partir de l'outil pour proposer l'outil le plus primitif possible pour récompenser un prix de design, je trouvais ça intéressant. Donc ensuite, je l'ai fabriqué, j'ai fait de la fonte d'aluminium, tout ça. J'aime beaucoup fabriquer ce que je conçois. Le trophée, donc ça c'est un prix de musique. Ça récompensait des bandes son de cinéma, des gens qui font des bandes son de films très connus. Et donc là, j'avais voulu faire un objet un peu hybride entre une trompette et un objectif d'appareil photo. C'était vraiment un prix musique et cinéma, quoi, qui a été remis lors d'une très belle cérémonie au Grand Rex. Et il a été distribué dans le mauvais sens, en fait, la tête en bas. J'étais un peu triste, mais bon. Et il a été détourné comme sextoy par une partie des musiciens. Voilà. Bon, ça m'apprendra à faire des formes un peu suggestives. Alors, une grosse partie de ma méthode de travail, en fait, c'est ce que j'appelle des triptyques. Donc ça, c'est à l'ENSI, en fait, on nous demande en dernière année de faire un diplôme. Et il faut que les étudiants développent leur propre démarche de travail. Et moi, j'étais un peu entre ces deux mondes, c'est-à-dire je venais de l'artisanat, j'ai une passion pour l'artisanat et les métiers d'art, et puis en même temps à l'ENSI, j'ai découvert les nouvelles technologies, des projets de services, des projets très variés, et je voulais faire un diplôme qui permette en fait à un designer d'être vraiment une passerelle entre plein de mondes. Et j'ai créé une méthodologie qui s'appelait des triptyques, c'est-à-dire que je convoquais sur un même objet une nouvelle technologie, ou alors une très vieille technologie, un nouveau matériau ou un très vieux matériau, et enfin un savoir-faire, pareil, très désuet ou très de pointe. Donc ces trois variables, je les appelais les orphelins, parce que souvent c'était des choses tellement spécifiques
ou tellement désuète que ça en était orphelin en fait dans le marché. Mais orphelin, faut pas le prendre dans le sens négatif, c'est-à-dire il y a des choses très de pointe et des choses très désuètes, mais les deux ont leur richesse. Alors un premier exemple de ces triptyques, c'était une enceinte acoustique en marbre, où en fait donc j'ai mélangé le savoir-faire d'un marbrier avec celui d'un laboratoire qui est l'Institut Fresnel de Marseille et qui évapore du métal pour faire des dépôts sur des verres de lunettes anti-reflets ou des lentilles de télescope, et avec une équipe de personnes qui font des systèmes acoustiques, donc des enceintes. Et donc là, ça a permis de créer un objet qui a cet aspect, qui est en fait la caisse de résonance, enfin toute la partie électronique est contenue dans le marbre, et regarde une lentille qui est disposée au mur, qui elle réfléchit les fréquences aiguës du son. Et donc avec le laboratoire d'optique, on a fait ce traitement sur le marbre, enfin, d'abord sur du bois et ensuite sur du marbre, pour obtenir cet effet dichroïque. Parce qu'en fait, l'enceinte dans une pièce, elle n'est pas tout de suite identifiée, on ne voit pas une enceinte, on voit une sorte de volume face à un mur. Et le fait de se déplacer autour crée avec cette lentille des effets de couleur qui varient, qui sont assez intéressants. Donc là, bon, c'est un travail par contre extrêmement numérique du fraisage, enfin du marbre. Mon marbrier, il a un énorme robot. Donc c'est intéressant aussi de suivre de près la production. Bon là, j'ai détaillé un petit peu ce que contient l'enceinte. Il y a un modèle plus petit. Alors comme je vous ai dit, je suis désolé, ça va pas être forcément très fluide. J'aimerais bien vous montrer des vidéos vu que j'ai un peu de temps pour une fois. Alors, hop. Et là, typiquement sur ce projet, non pas sur ce projet, excusez-moi, non, je vais pas vous montrer une vidéo sur ce projet-là. Alors, hop. Donc ensuite, cette démarche, hop, ah voilà. En fait, cette rencontre, ça m'a permis de rencontrer un laboratoire qui est l'Institut Fresnel de Marseille. Et eux, ensuite, m'ont reconvoqué après mes études pour faire d'autres projets. Là, en l'occurrence, c'était avec Renault pour travailler sur des concepts cartes de voiture et se dire comment on pourrait faire des dépôts dichroïques à l'intérieur de nos véhicules. Et on a fait plein d'expérimentations sur plein de supports différents, comme vous pouvez voir. Et c'était assez intéressant. C'est une collaboration qui continue aujourd'hui, où en fait, eux, ils ont eu un prix Art et Sciences et on continue d'échanger sur quel type d'objet on pourrait faire naître qui joue sur cet aspect dichroïque des choses. Et là, hop là, excusez-moi, c'est ça ce que je voulais vous montrer. On a en fait, donc la collaboration, elle ouvre, on n'a pas vraiment de cadre en fait, si ce n'est se dire on crée d'autres choses. Ah si, il y a un cadre, c'est en fait celui des scientifiques, c'est se dire... eux, c'est un laboratoire, et donc moi j'ai créé des sortes d'objets qui trouvent leur place dans un monde de laboratoire et de scientifiques. Ils ont un tas d'échantillons, par exemple, donc je leur ai conçu une horloge comme ça qui leur permet de poser leurs échantillons ratés. Mais eux, à la fois, ils sont contents de les avoir sous les yeux et d'avoir une petite fonction à leur horloge qui est en fait juste un stock d'échantillons ratés. On a fait des tests sur beaucoup de matériaux, et c'est une collab qui est encore en cours. Par exemple, dans une de leurs machines, on a déposé un papier qui a fait un effet comme ça absolument formidable, et on s'est amusé à en faire une sorte de tableau, et on a nommé le robot, enfin la machine qui a fait ça comme l'auteur du tableau. Voilà, on fait un tas de formes, un tas de choses, on s'amuse pas mal. Alors, une autre partie, un autre exemple de collaboration, de triptyque par exemple, ça a été cette housse d'iPad en cuir. Donc là, l'idée c'était de mélanger le savoir-faire d'un gainier maroquinier avec le savoir-faire d'un trio de choc qui s'appelle Appropriate Audience, dont Pierre-Emmanuel fait partie, et une technologie qui est plus tellement, c'est quand même un projet qui a 7 ans, qui est plus tellement de pointe, mais bon, les encres conductrices à l'époque étaient un peu moins connues. Mais donc, l'idée, c'est qu'en fait, un circuit imprimé tatoué dans la masse du cuir puisse venir conduire l'électricité pour fabriquer une housse clavier d'iPad. Alors, l'intérêt de ça, c'était de se dire, on a en fait un clavier qui conduit l'électricité, mais qui n'a pas de fil, parce que donc le fil, c'est un tatouage qui conduit l'électricité, et donc c'est plus solide. Ça permet graphiquement de faire naître des choses intéressantes. Donc la première version, je l'ai fait tatouer par un tatoueur à la main, mais on s'est vite rendu compte que pour un tatoueur, tatouer des lignes d'un circuit imprimé, c'est pas vraiment passionnant. Et à ce moment-là, donc j'ai rencontré
Pierre-Emmanuel qui était en train de fabriquer cette machine qui permettait de détourner une imprimante 3D pour en faire une machine à tatouer. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de mélanger ces mondes pour essayer de faire cet objet. Et là par contre j'ai une petite vidéo. Hop là. Qui remontre un petit peu. Ça a été financé donc dans le cadre du mécénat Audi Talents Award. Et j'essaye le plus possible de faire des vidéos de mes projets pour pouvoir justement les communiquer et garder une trace. Faire une vidéo, c'est aussi un moyen de s'obliger à finir les choses et à leur donner une forme, parce que quand on filme quelque chose, on est obligé d'avoir une trace en fait palpable. Voici Pierre, moi c'est Johan, et Piotr, le troisième, est actuellement à Grenoble. Nous nous sommes tous les trois rencontrés à l'ENSI. Et nous avons mis au point ensemble la première machine à tatouer numérique. Donc le concept, c'est finalement de pouvoir tatouer la peau à travers, ou du moins par l'ordinateur, par dessin, depuis nos différentes devices. Donc la machine, concrètement, comment elle fonctionne? Pour faire simple, on a une imprimante 3D, on a un dermographe, on rassemble les deux et on obtient la première machine au monde automatisée de tatouage. Donc Alexandre Echasserio, en fait, pour ce projet de coque d'iPad en cuir tatoué avec de l'encre conductrice, a été amené à travailler du coup avec un tatoueur qu'il a sollicité à plusieurs reprises pour pouvoir du coup venir faire écrire, ou du moins marquer les différents circuits imprimés, les différentes lettres qui vont permettre en fait au clavier tout simplement de fonctionner. Néanmoins, il s'est avéré que le travail était sacrément fastidieux parce qu'effectivement, tatouer de la peau morte, à savoir du cuir, en essayant de faire des choses très régulières liées à du circuit électronique. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont essayé de réfléchir à comment faire un premier marquage pour pouvoir aider le tatoueur à suivre des lignes, par exemple au laser. Et c'est là où effectivement ça prenait beaucoup de sens, enfin, du moins la rencontre qu'on a eue avec Alexandre Echasserio était forte de sens dans le cas de figure où nous, pour le coup, programmer la machine pour la faire tatouer plusieurs fois la même chose, et au-delà de ça des choses très compliquées, géométriques et pas forcément très intéressantes à faire à la main, voilà, demande aucune difficulté. Et là on s'aperçoit à terme, effectivement, la machine qu'on développe, qui est à destination des tatoueurs, sur des choses spécifiques comme celui-ci. Certes, là, nous sommes sur du cuir, mais on peut imaginer des motifs, ou en tout cas des choses qui demandent justement un autre outil qui n'existait pas encore et que nous avons développé. Aujourd'hui, c'est aussi pourquoi on travaille, c'est de proposer un nouvel outil pour les tatoueurs, et à terme, c'est d'enrichir la palette des tatoueurs qui le souhaitent. Pour nous, c'était un test en grandeur nature, passionnant, de se dire voilà, ce nouvel outil aussi, il a toute sa légitimité auprès des tatoueurs.
Merci Pierre. Du coup, bon, on a développé ce projet. Donc j'ai jamais réussi à faire une housse qui fonctionnait, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, typiquement, ce qu'il faut apprendre de ce genre de projet, enfin, surtout, il ne faut pas se laisser attaquer en tant que designer sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Alors ce qui marche, en fait, c'est ce qu'on a testé justement avec Pierre et Joanne, c'est le circuit imprimé dans le cuir. Donc ça marche, on arrive à faire courir un courant. Ce qui marche pas, en fait, c'est toute la complexité électronique d'un clavier qui doit être rattaché en Bluetooth, qui doit être très très stable. Et là, en fait, entre guillemets, l'erreur d'étudiant, c'est de se fixer des objectifs très très hauts, faire une housse d'iPad, alors qu'en fait, déjà, faire un interrupteur qui arrive à faire on-off juste en tactile, ça aurait été bien. Mais c'est un défaut que j'ai, mais que j'assume complètement, c'est-à-dire que je préfère me fixer des objectifs qui challenge énormément mes interlocuteurs, parce que du coup, on va devoir régler des problèmes de précision, des problèmes de fiabilité, de stabilité de circuit. Même si on n'arrive pas à l'objet final qui est une housse fonctionnelle, en fait, on a fait tellement de recherches et d'essais que ça enrichit beaucoup le projet. Ça enrichit, en tout cas, peut-être des futurs projets un peu plus humbles d'un point de vue objet. Peut-être pas une housse d'iPad, mais des objets électroniquement plus simples. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous partager, être honnête sur cette partie de la démarche, parce que le problème, c'est que ces objets-là peuvent être séduisants, mais pas forcément réalistes d'un point de vue du marché, par exemple. Pour le moment, il n'y a pas sur le marché une housse d'iPad. J'ai été très, très démarché pour cet objet par des manufactures chinoises me demandant si elle existait. En fait, j'ai dit, ben ouais, si vous voulez m'aider à payer, à développer, je suis tout oui. Mais en fait, souvent, toute l'industrie s'est intéressée plusieurs fois à développer, c'est très coûteux, c'est très complexe pour le moment. Donc, c'était pas vraiment un bon objectif, la housse d'iPad, mais néanmoins, ça a permis de faire plein de choses. Alors, ouais, je vais essayer d'accélérer parce qu'en fait, je suis lent. Dans cette démarche toujours de triptyque, j'ai fait un papier peint interactif dans le cadre d'un concours qui était le concours Hermès. Le thème, c'était jouer, et j'ai voulu faire un mur qui, en fait, un peu sur la même technologie qu'avant, c'est-à-dire des encres conductrices, faire un mur qui permette d'intégrer dans un petit boîtier plein de sons, plein d'instruments ou plein d'histoires. Et en fait, c'était un petit moyen de faire évoluer son mur, c'est-à-dire qu'on pouvait charger sur Internet. On a une petite clé, un port micro USB. J'avais créé un site Internet, et depuis le site, on pouvait charger des thématiques de mur, donc bruit de percussion, bruit d'animaux, des histoires. Et en fait, quand l'enfant touche ces zones noires, ça déclenchait des sons. Alors celui-là, il a fonctionné. Le boîtier a fonctionné, le papier peint a fonctionné, mais ce qui n'a pas fonctionné dans ce projet-là, c'est de faire un vrai papier peint, en fait, des laits, qu'un industriel puisse imprimer des centaines de kilomètres de ce papier peint. Ça, c'est pour le moment impossible. En tout cas, avec un budget de concours qui est de 8 000 €, c'est impossible. Mais pareil, c'est un projet qui est dans les tuyaux, que j'aimerais bien vous faire naître un jour d'une autre manière. Je l'ai fait naître d'une autre manière, ce projet. Alors, est-ce que je le montre après? C'est un projet, par exemple, que j'ai utilisé au Centre Pompidou pour faire des posters sonores poilus. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire un papier peint entier, ce qu'il est néanmoins possible de faire, c'est de faire... non, c'est pas ici. C'est en fait de faire des posters. Des grands posters qu'on sonorise et dont on peut déclencher des sons. Et donc ça, je l'ai fait au Centre Pompidou et ça avait bien marché. Je ne le trouve pas, bien sûr. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. J'avance dans ma presse. Alors, la même démarche qu'avant, mais après, je vais arrêter avec les triptyques. C'est un casque en laine. En fait, là, l'idée, c'était de mélanger le savoir-faire d'un chapelier. Donc, le chapelier, c'est une industrie qui est complètement en désuétude vers Caussade, dans le sud-ouest de la France. C'était des gens qui fabriquaient des chapeaux par moulage. C'est des moules qu'on voit en aluminium qui étaient chauffés, qui permettaient de mettre en forme de la laine ou des galettes de paille. Le triptyque composé d'un scientifique en agromatériaux qui s'appelle Antoine Rouilly et qui est à Toulouse, et enfin d'un matériau qui est, vous allez me dire, la laine, c'est pas un matériau orphelin, ça sert, mais seulement 20% de la laine sert dans la fabrication de textiles, et beaucoup de races à viande, par exemple, leur laine est jetée ou brûlée. Ça sert de combustible. Donc en fait, c'est relativement un déchet agricole, la laine. Et donc, je l'ai présenté cet après-midi, ce projet, mais à quelques étudiants. Mais c'était un projet qui est parti du cheveu. C'est-à-dire que je récupérais dans des salons de coiffure des cheveux, et par thermopressage, on arrivait à transformer la kératine. Donc la kératine, c'est une protéine qui est dans le cheveu, les ongles, la laine, la corne. Et en fait, c'est un polymère. Et sous l'effet de la pression
et de la température, en fait, ça se transforme en plastique. Alors toujours avec mes ambitions un petit peu démesurées, je m'étais dit, ça va être super de faire un casque en laine parce que j'avais imaginé pouvoir avoir 2 niveaux de pression pour faire, en fait, je ne sais pas si vous voyez comment est fait un casque, que ce soit de moto ou de vélo, il y a une grosse épaisseur de matériaux absorbants et une fine couche de matériaux résistants au choc. Donc ce qui résiste au choc, c'est de l'ABS, c'est souvent très fin et très léger, et ce qui est absorbant, c'est le polystyrène qui est très léger, mais qui très, très mou, en fait. Et donc je m'étais dit, il va y avoir 2 épaisseurs, 2 qualités d'épaisseur de laine, une très en volume et l'autre très serrée, et je vais pouvoir faire un casque. Bon, alors, comme d'habitude, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que l'état de la science fait que pour le moment, on arrive à mouler très bien des petits bols, donc ça, je vais pouvoir vous les montrer. Alors, on a en fait, avec ce scientifique, on a moulé des... Bon, je vais vous montrer la vidéo, ce sera plus simple. Je m'excuse pour la qualité du son. C'est une vidéo que j'avais fait pendant mon diplôme, donc après 5 ans d'études, et c'était un peu sur le vif. Je m'appelle Antoine Rouilly, je suis maître de conférence ici à l'NCA7. Je fais ma recherche, là où on est actuellement, au laboratoire de chimie agro-industrielle, sur les agromatériaux. Du coup, ça fait beaucoup de thèmes de recherche différents, donc des parties sur la raffinerie, donc l'extraction de la matière végétale, la purification des produits d'intérêt, essayer de fabriquer des matériaux avec de la matière végétale. Ce qui signifie qu'on essaye de mettre en forme, d'utiliser des technologies qui existent pour la mise en forme d'autres matériaux et de les appliquer à de la matière végétale, si possible le plus brut possible, pour essayer de limiter les étapes pour obtenir un matériau qui ait un vrai sens écologique. Les objets à la fin donc, sont des objets particuliers, je dirais, parce qu'ils ont cet aspect moulé qu'on peut retrouver dans les plastiques, mais ils ont en même temps une apparence qui elle, est plus naturelle, qui est peut-être un peu plus proche de ce qu'on trouve dans le bois ou dans l'industrie du bois. C'est des matériaux qui sont en général assez sensibles à l'eau et qui ont des propriétés mécaniques qui sont plus faibles que ce qu'on peut trouver avec la plupart des polymères synthétiques. Les mises en œuvre utilisées sont l'injection moulage, l'extrusion et puis derrière nous le thermopressage. Alors dans le cadre du projet d'Alexandre, ce qu'on a fait c'est donc une compression assez brute de produits kératiniques, des dérivés de cheveux, et des dérivés de laine, et on a essayé de trouver des conditions, donc une température, une pression, un taux d'humidité, pour arriver à avoir des objets qui soit ont une apparence assez plastique, soit gardent une apparence assez fibreuse, et donc voir un peu quelles sont les textures qui sont atteignables, et jusqu'où on peut mener ce type de mise en œuvre. Du coup, nous, on arrive à faire des formes, mais on garde des propriétés de matière assez naturelles, et donc on trouve finalement un intérêt à chercher du sens dans ces transformations, donc chercher comment une matière peut être transformée, essayer de réfléchir à ces systèmes-là, pour essayer d'ouvrir à ces matériaux peut-être un champ d'application un peu plus large. Bon, je vais la couper. En fait, après, c'est la même. On raconte à peu près la même chose. On est passé des cheveux à la laine parce que voilà, il y avait tout un côté connotation des cheveux qui était. En tant que designer, c'est assez important d'avoir conscience des connotations des objets, de la matière qu'on utilise. Donc, faire une matière avec des cheveux, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire du XXe siècle, c'est pas génial. Mais en tout cas, dans le cadre de ce projet, la laine était beaucoup plus appropriée. Voilà, donc ça c'est un autre projet. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces triptyques, je les ai vraiment menés de façon très libre dans un temps d'étude et que j'essaye de toujours faire aujourd'hui, mais vraiment avec une stratégie de pousser des portes. Hein. C'est-à-dire que de façon très naïve, je contacte des gens, je leur demande je leur présente ma démarche de travail, je vais les voir. Enfin, ce scientifique m'avait été recommandé, mais la plupart de mes interlocuteurs de mes triptyques, ce sont vraiment des gens que j'ai trouvés sur Internet ou via des associations d'artisans ou de métiers d'art. Et moi, je vous encourage vraiment, dans vos projets, à aller les faire directement sur le terrain et jamais avoir peur de pousser des portes d'artisans, même d'usines, en fait. Pour mon projet de papier peint, j'ai appelé tout simplement une fabrique dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai demandé s'ils étaient intéressés pour une collab, et en fait, j'ai rarement quand même reçu des noms... des gros vents. Alors après, c'est vrai qu'on n'était pas en période de Covid, mais
mais je suis toujours, encore aujourd'hui, très surpris de la disponibilité des professionnels par rapport à des projets qui, a priori, leur rapportent 0 € dans l'immédiat, quoi. Alors, toute une partie de mon métier consiste aussi à échanger beaucoup avec des scientifiques, notamment un scientifique du CNRS qui s'appelle Julien Bobroff et qui m'embauche depuis des années pour faire des dispositifs qui permettent à des scientifiques d'expliquer la science à du public, et du public pas forcément jeune, c'est-à-dire qu'il utilise nos dispositifs dans les universités, dans les journées de portes ouvertes, sciences, tout ça. Et donc là, ma plus-value de designer qui n'y connaît rien en sciences, c'est que on a tous les deux un travail, enfin avec les scientifiques, on a un travail de narration qui consiste à un échange où en fait je lui demande qu'est-ce qu'il veut raconter, il m'explique tous les points scientifiques à expliquer, et moi j'essaie de traduire ça en forme, en scénario et en petites histoires, et généralement le fait d'être nul en sciences, finalement, c'est assez un atout parce que ça me permet de concevoir des produits où je me dis, si moi je comprends, normalement tout le monde comprend, quoi. Donc, on a fait une petite valise, par exemple, pour démontrer les propriétés de la supraconductivité. C'est en fait un petit circus façon cirque de Calder, où chacun de ces petits piou-piou vient démontrer une propriété spécifique de la supraconductivité. Donc, il y a Chouchou qui est sur son rail d'aimant, il y a Piou-Piou qui est dans sa mare d'azote liquide et qui tourne. Il y a tout un tas d'accessoires qui permettent de venir parler de science. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo, je vais vous montrer. Alors, hop. Ok, je trouve pas mon Piou-Piou, il est là. Excusez-moi, je vous coupe. Il y avait en fait une volonté que ce cirque il soit très facilement duplicable. C'est pour ça que j'ai montré dans la vidéo le côté fabrication à la laser. L'idée, c'est de pouvoir envoyer un fichier à une université et ils découpent eux-mêmes, ils ont le fichier, c'est open source, ils découpent leur tracé, ils assemblent leur circus et ils ont leur cirque eux-mêmes. Ça, c'était le cahier des charges du projet. Donc là, l'action de retomber, c'est en fait quand le supraconducteur se réchauffe, en fait, il lévite à moins 200 degrés. C'est pour ça qu'il est plongé dans de l'azote liquide. Et dès qu'il se réchauffe au-dessus de 200 degrés, moins 200 degrés, l'action en fait de lévitation ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on voit cet atterrissage en douceur. Ce projet, en fait, c'était une V2. J'avais fait une V1 pendant mes études en 3e année, qui était une version poilue et plumée. Comme ça, c'était des petites bestioles complètement... Là, c'était un travail beaucoup plus artisanal, en fait, où j'avais fait appel à des amis qui travaillaient dans le cinéma et dans les effets spéciaux. Et on avait fait tout un travail de flocage de poils et j'ai travaillé avec
des animaux morts, hein, comme on dit. Voilà, donc j'avais récupéré des chutes en fait de fabricants de fourrure. Bon, c'est vrai que je me posais moins de questions à l'époque. Je ne sais pas si je ferais pareil aujourd'hui. Dans les dispositifs, avec ce scientifique, par exemple, on a travaillé sur le plus petit musée du monde. Ils m'ont demandé, fais-nous un musée qui tienne dans 1 mètre carré. Non, en fait, le vrai cahier des charges, c'était fais-nous un musée qui tient dans un coffre de voiture. Et du coup, j'ai réfléchi ce dispositif qu'on a appelé le One Square, enfin le musée d'1 mètre carré, et qui est en fait un musée qui contient tout ce que contient un musée, c'est-à-dire une salle de cinéma, j'y vois pas très bien, un cabinet de curiosité, ça on l'appelait le cube mystère, mais c'est une sorte de deuxième cabinet de curiosité, des vitrines, ça c'est mon deuxième cabinet de curiosité, une galerie de portraits, et le tout se plie et tient dans 3 sacs, voilà. Donc c'est des thématiques très différentes. En ce moment, on travaille ensemble sur la visioconférence, comment faire passer du contenu. Donc lui, le chercheur avec qui je travaille, c'est un scientifique qui fait énormément de vidéoconférences, et il n'en peut plus des Zooms, comme tout le monde, et des Skype. Et du coup, il fait ses cours là-dessus, et là on est en train de réfléchir justement comment utiliser l'environnement de l'écran, les reflets, le mur, le fond, les webcams, tout ça pour rendre attractif et que ce soit moins la plaie de transmettre de la connaissance via Zoom. Donc voilà, vous voyez, c'est des réflexions, pour moi en tant que designer, extrêmement intéressantes, parce que ça me met tout le temps dans des champs inconnus. Je ne vais pas trop détailler ce projet, mais là c'était un projet voilà, sur les bulles. Un des laboratoires du CNRS, ça s'appelle les matériaux, les laboratoires des interférences ou des matériaux, enfin bon, bulles et mousse, ils s'appellent entre eux, bulles et mousse, mais c'est pas le sens scientifique. En tout cas, j'avais créé une sorte de petit, c'était le moment de Game of Thrones, et je crois que je regardais beaucoup trop le générique. Donc j'avais recréé cette espèce de petit paysage pour qu'en fait chacun des bassins permette, comme d'hab, un scénario, raconter une partie, des propriétés, donc des liquides de surface, des tensions de surface, l'effet Marangoni, tous ces effets de science en fait. Ah ben c'est ça ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une bascule de mon projet de papier peint finalement a été les posters poilus sonores. Et donc là c'est pareil, la convergence de plusieurs de mes recherches antérieures. Le flocage de poils pour faire animer en fait un atelier de flocage de poils. Donc les enfants peignent des motifs sur un poster avec des matériaux conducteurs, et ensuite on vient les habiller de poils, et au moment où les enfants caressent les animaux ou des zones du poster, ça déclenchait des sons. Toute une partie de mon travail se fait aussi beaucoup en 3D, c'est-à-dire que j'aime beaucoup concevoir mes objets en 3D, parce que je trouve que la 3D ça permet aussi de créer des visuels, c'est-à-dire que ça c'est des rendus, mais l'outil 3D c'est pas très poétique en soi, mais je trouve qu'il y a quand même un moyen de le détourner pour créer beaucoup de choses, et ça m'a servi de temps en temps pour faire du graphisme ou des choses comme ça, et je montre énormément à mes clients mes projets en 3D. Et en fait, une fois que le travail il est fait en 3D, ça va généralement très vite de faire la bascule vers l'objet. Parce que pour le modéliser, typiquement cet objet, je l'ai entièrement fait en 3D, donc ça c'est une partie un peu plus industrielle de mon métier, c'est-à-dire du design industriel, travailler pour des gros groupes comme EDF pour dessiner des bornes de recharge pour des voitures électriques. Voilà, donc c'est un travail beaucoup plus classique d'approche de design. Une partie moins classique, c'est celle-ci. Donc, très tôt après mes études, je me suis expatrié à la campagne où en fait j'ai créé des ateliers, enfin un gros atelier. Comme je vous ai dit en début de séance, c'est les Audi Talents Awards qui m'ont permis de financer l'achat par exemple d'une fraiseuse numérique, d'un vieux tour. Enfin, j'ai essayé de m'équiper très vite parce que c'est quelque chose que j'ai forcément gardé de mes études, qui est le fait de bricoler. Je pense que profitez vraiment de cette école et des machines que vous avez, parce que quand on sort et qu'on n'a plus accès à de quoi fabriquer, c'est un peu dur. Et donc j'ai créé en fait un Flying Fab Lab. C'est en fait attendez, comment je le montre ici, oui. En fait, c'est une tiny house que j'ai équipée de machines et qui permet en fait d'implanter directement mon atelier chez mes clients. Donc là, ça fait 3 ans que cet atelier, il est... attendez, j'ai de meilleures images sur mon site. Hop. Du coup, c'est... Voilà. Je fais une petite 3D d'ailleurs. Donc en fait... Au rez-de-chaussée, c'est vraiment un espace machine, donc il y a une très grosse, elle est quand même grosse ma fraiseuse numérique, elle fait 1,50 m par 1,40 m.
Et voilà, donc j'ai dispacé l'espace comme ça. Il y a donc... Oula. Eh bien. Ah voilà. Donc il y a une zone de couture à l'étage, une zone plus bureau, des imprimantes 3D, une laser, tout l'étage électroportatif, une grosse fraiseuse numérique et une partie vraiment atelier. Et ensuite à l'étage, voilà, il y a plus tout ce qui est bureau, matériaux souples et des choses comme ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est un petit peu, comment dire, spécifique dans le design, c'est-à-dire que moi je tiens tout le temps ou le plus possible à fabriquer les objets que je conçois. Et ça permet avec mes clients des échanges assez riches parce que peu importe la complexité du projet, moi je me débrouille toujours pour qu'il y ait une partie que je puisse faire moi-même, en tout cas en maquette. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est un atelier roulant. Voilà. Mais ça fait partie de ma méthode de travail. Alors, oui, ce projet, il a été financé en grande partie grâce à un de mes clients pour qui j'ai dessiné un avion de 2017 en début d'année. Forcément, le projet est tombé à l'eau parce que eux, ils ont perdu 400 millions d'euros par mois depuis le début du Covid, parce que plus personne ne prend l'avion. Et eux, comme ils fabriquent des bouts d'Airbus et des bouts de... Voilà, tout ça est très lié. Donc ça, c'est une partie encore assez industrielle de mon métier. J'ai absolument pas le droit de vous montrer ce que j'ai fait, sauf ce projet-là qui est un projet de siège. Donc là, qui est vraiment du design classique, de refaire le design des sièges, mais j'ai travaillé sur des pièces extérieures, des pièces intérieures d'un avion qui se vend, ils en vendent un tous les 4 jours quand même, donc c'est vraiment un produit industriel, 5 millions d'euros, il y en a un qui part tous les 4 jours. Alors, une autre partie que je voulais vous montrer, c'était, alors c'est un petit peu d'actualité, c'était en fait une collaboration que j'avais fait avec l'Institut Pasteur, qui était assez intéressante, où en fait ils ont attribué un artiste, un illustrateur ou un designer à des spécialistes de l'Institut Pasteur, dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'ils sont très très sollicités par le Covid. Et donc moi j'avais... Là c'était vraiment un travail simplement d'observation. J'étais le seul designer en fait dans l'affaire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que les autres ont fait, vu que vous êtes des artistes. Voilà, donc en fait, la plupart ont vraiment fait plutôt des productions graphiques, certains avec beaucoup d'humour. En fait, voilà, chaque artiste s'est vu attribuer un scientifique. Donc voilà, et donc en fonction des observations tirées des scientifiques, ils ont fabriqué des objets ou des dessins, des choses comme ça. Il y a Fabrice Hibert qui est un peu le parrain du projet. Et donc moi, j'avais observé que les scientifiques avaient un bazar phénoménal dans leur bureau, enfin surtout le mien. Et qu'en même temps, ils avaient côtoyé un peu partout des lampes de bureau de chez eux et des boîtes de pétri dans lesquelles ils mettaient leurs bactéries. Et donc j'ai voulu recréer un petit objet comme ça qui reparlait en fait un petit peu de ce processus-là, c'est-à-dire... alors, excusez-moi, c'est pas là. Hop. Excusez-moi, c'est un petit peu décousu. L'idée, c'était voilà, d'avoir un bloc d'agar-agar qu'on touche pour déposer des bactéries. On remet ça sous cloche et ensuite, en fait, va se créer un écosystème complètement aléatoire parce qu'en fonction des bactéries qu'on aura déposées avec notre doigt, va se créer des choses complètement différentes. Alors, l'objet s'auto-moule, c'est-à-dire qu'on retourne... c'est une fonte d'aluminium que j'ai faite aussi. J'ai une petite vidéo, peut-être je peux vous la montrer. Le dessous de la pièce, c'est en fait le moule de ce bloc d'agar-agar qu'on repose et sous cette petite pièce en plastique blanc, il y a des LED qui permettent de chauffer, de garder le champignon, enfin ça booste vraiment le développement. Ce projet a été exposé au Centre Pompidou, c'était une catastrophe parce qu'en fait il faisait plein de buée, enfin c'était... faut se méfier quand on fait des projets avec des champignons du cadre d'expo parce que c'était catastrophique. Donc ça c'est la scientifique qui est vraiment un grand expert, on le voit souvent à la télé lui en ce moment, et j'ai honte parce que j'ai un trou de mémoire sur son nom, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très impliqué en ce moment sur la recherche du virus. Alors des fois je prends plus de plaisir à faire la vidéo que le projet. Là c'est le cas pour ce projet par exemple.
parce que c'est un projet qui allait très vite en termes de temporalité. C'est l'affaire de quelques semaines, c'est-à-dire 4-5 jours au contact avec les scientifiques. Et ensuite, fallait aller vite. Puis mes concurrents du projet, c'était des gens qui faisaient des illustrations qui allaient très vite. Et moi, en fait, je sais pas faire des illustrations, donc j'ai fabriqué un objet. Donc voilà, en impression, j'ai fait mon modèle de fonderie en imprimante 3D. Là, je moule la forme dans du sable de fonderie. Je démoule, je prends des petites chutes d'aluminium. Je m'étais fabriqué un petit four. Ça, c'est un tour métal. Mais c'est un geste là qui est plus avec des manivelles. Vu que les formes sont des formes droites, je m'embête pas à y aller à la main, j'y vais avec les manivelles et ça, je sais que j'ai des tracés. J'ai des formes parfaitement rectifiées. Polissage autour. Voilà, là je coule l'agar-agar dans le dos de l'objet, je démoule et je pose dessus. Voilà. Ouais, Olivier Schwartz, voilà, c'est le scientifique. Qu'est-ce que... En fait, j'en ai fini, mais... Ah non, j'avais celle-là. Ça, c'est un dernier exemple de collaboration. En fait, ça, c'est plutôt du design fiction. C'est-à-dire, le musée de Toulouse, qui s'appelle le Quai des Savoirs, a organisé une expo en décembre qui s'appelait Code Alimentation. L'idée, c'était des scénarios futuristes plus ou moins de bon goût, qui était, voilà, qu'est-ce que peut être le futur de l'alimentation, par exemple, faire des mutations génétiques absolument horribles entre de la viande de porc et des fruits. Et ils m'ont donné carte blanche pour concevoir des animaux et des fruits du futur, en partant d'un scénario écrit par des scientifiques. C'est-à-dire des scientifiques et des... Attendez, parce que j'ai une mémoire à trous. C'était pas que des scientifiques, c'était des scientifiques et je crois des sociologues qui, en fait, ont fait un scénario d'avenir en se disant... on pourrait peut-être mélanger des églantiers avec l'ADN du porc et ça ferait des côtes de porc. Enfin, faire des fruits qui seraient un mélange viande et fruits. Donc, et ensuite, pareil, un animal du futur qui aurait plein de propriétés. Alors, par exemple, ce premier animal, le symbiote, j'arrive pas à m'en lire, un animal génétiquement modifié qui nourrit... Ah oui, voilà, lui c'était un bijou. Alors, l'idée c'était que cet animal soit porté sur les gens, à leurs poignets, et en fait recycle leur sang. Donc ça, ce scénario, c'est pas de moi, c'est eux qui ont inventé, ils se sont dit, fais-nous un animal qui pourrait nous sucer le sang et nous le nettoyer, mais qu'on aurait en permanence sur nous comme un petit objet et qui nous laverait le sang. Donc j'ai fait un mélange de mon propre chat, d'un koala et d'une limace. Et donc je l'ai modélisé en 3D et j'ai utilisé la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, du flocage de poils, pour faire cette petite créature. Ensuite, pour le porc côtier, donc ça c'est un mélange de côte de porc et de... j'ai oublié ce nom, je crois que c'est un... Ah, j'ai oublié. Je sais plus comment s'appelle ce fruit. Mais donc pareil, là l'idée c'est de faire un fruit du futur ultra protéiné, presque sanguinolent, et j'ai joué à fond la carte de l'aspect dégueu, on peut le dire, en utilisant en fait des amis à moi sculpteurs de l'école Boulle et un peintre et un gars qui fait du maquillage d'effets spéciaux et qui m'a permis de faire comme ça, juste au pinceau, cet effet assez réaliste. Voilà, donc ça c'est plus des objets un peu provocateurs dans l'exposition qui permettaient d'interpeller sur des dérives possibles des modifications génétiques.
Mais par contre, quand je suis allé voir l'exposition, j'étais surpris parce que c'était pas vraiment présenté comme je l'aurais imaginé, c'était pas vraiment critique. L'enfant, il allumait une vitrine, en fait, il y avait mes objets qui apparaissaient, mais il n'y avait aucune explication de... Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens dans la salle qui ont conçu cette exposition. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des projets que je voulais vous montrer. De toute façon, il me reste que 1 minute 39 de parole. Mais non, j'ai plus d'autres... Enfin, pour conclure, en fait, j'ai une pratique, donc vous l'avez compris, qui est, pour un designer qui est un petit peu à part, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas beaucoup au design d'édition, je ne gagne pas ma vie en dessinant des jolies chaises et des jolies lampes. Moi, je m'amuse beaucoup plus en étant dans des projets un peu expérimentaux ou des projets de recherche, en fait, j'aime beaucoup. En faisant des workshops aussi comme ça, j'aime beaucoup parce que c'est une façon de re-questionner tout le temps en fait, les matériaux, les process, ce qui en tant que designer nous intéresse normalement. Et voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et que j'ai été à peu près clair. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Donc je vais passer le micro, je vais le désinfecter avant pour quelques questions. Pareil, si tu veux si j'ai oublié des projets que tu voulais voir ou quoi, tu me dis. Hein. Peut-être les petits films auxquels tu penses. Ah, la banane. Ah oui. Pendant le confinement, j'ai eu une mission assez chouette. En fait, en décembre, j'ai eu la charge de... Enfin, des fois, je fais des projets un peu plus classiques quand même. Là, typiquement, c'était faire des vitrines pour un centre d'art dédié aux enfants de 0 à 24 mois. Et donc, j'ai fait un paysage gonflé de vitrines avec des toiles de montgolfière recyclées qui se gonflent et qui se dégonflent. Donc, c'est pour l'atelier Mille Formes de Clermont-Ferrand. Et donc cette collaboration a donné lieu voilà, des vitrines animées comme ça avec des temporalités, enfin, c'est-à-dire que les objets se gonflaient, se dégonflaient tous. Et je croyais avoir mis des gifs en ouais, là, il y en a un. Donc comme on a Clermont-Ferrand, j'ai fait un petit clin d'œil au volcan, hein, je ne suis pas allé chercher très loin. Mais ça a bien fonctionné. Ensuite, ce centre m'a commandé, comme ils ont été inaugurés en janvier et ils ont dû fermer en février. Ils étaient un petit peu frustrés, donc ils m'ont commandé une série de vidéos qu'on a appelées les vidéos confinées. Et donc là, je me suis amusé en fait à faire une série de petites vidéos avec des objets uniquement et qui racontent des histoires confinées. Alors là, par exemple, Roberto et Henriette, c'est un détournement de Roméo et Juliette, bien sûr, mais je vais vous la montrer. C'est donc des vidéos pour les tout petits. Hein. C'est l'histoire de Roberto et Henriette. Roberto était une grosse dent manuelle à couture. Son seul copain était Monsieur le Savon, mais les deux se sentaient très seuls autour de ce lavabo. Ils vivaient dans les poils et la poussière depuis si longtemps qu'ils ne se rappelaient même plus la dernière fois qu'il avait brossé une dent. Un beau jour, une immense tornade vient tout nettoyer sur son passage. Roberto n'en revenait pas de ce paysage. Puis, de l'autre côté du lavabo, il aperçut quelqu'un. C'était Henriette, une brosse à dents manuelle au poil souple de toute beauté. Roberto tomba immédiatement sous son charme. Il rêvait de la rejoindre, mais le robinet les séparait, et Henriette semblait prisonnière de son château. Depuis l'autre côté de la rive, Roberto, ce grand séducteur, faisait tout pour attirer son attention. Il lui envoyait des cœurs, lui écrivait des chansons, il lui fabriqua même un magnifique bouquet de poils qu'il lui fit parvenir grâce à son ami le Savon. Malgré tous ses efforts, la belle Henriette restait prisonnière de sa forteresse. Roberto commença à désespérer. Quand un beau jour, il découvrit une boîte de dentifrice vide. Roberto eut une idée. Il se mit à découper le carton, le plia dans tous les sens et fabriqua un immense bateau. Ensuite, il boucha l'évier, il mit le bateau à la mer et traversa les flots pour rejoindre sa dulcinée. Enfin, il escalada la forteresse et rejoignit sa princesse aux cheveux souples. Roberto et Henriette vécurent heureux et empêchèrent beaucoup de caries. Bon voilà, donc j'en ai fait. Et pour celle-là, je me suis fait agresser par une maman qui m'a dit qu'elle voulait pas montrer ça à ses enfants parce que la brosse à dents était rose et qu'elle était trop passive. Bon, alors toujours se méfier des connotations, hein, que ce soit pour les cheveux ou la couleur des brosses à dents. Voilà, donc ben voilà, j'en ai fini. Donc j'en ai fait une petite série de 11 et je vais pas toutes vous les montrer, mais c'est un autre aspect de mon travail aussi.
Bonjour. Ça marche? Ouais. Ouais, c'est bon, t'entends. Non, c'est bon, Josette. Merci pour ce panorama. Et moi, j'aurais une question, vu que tu nous as montré beaucoup de vidéos qui sont du coup une façon de communiquer le travail et comment communiquer le travail, que tu parles un peu d'un point de vue sémantique, rien que de la façon dont tu te présentes, Industrial Designer, Crafter Studio. On peut y voir un tas de contradictions. Et je voulais que tu reviennes là-dessus et sur du coup l'image ou l'identité du designer que ça donne à penser en termes sémantiques, le fait de contracter comme ça des termes qui historiquement sont parfois antagonistes les uns avec les autres. Ouais, tout à fait bien vu. En fait, c'est vrai que Crafter Studio, mais justement, j'ai essayé de trouver un nom. Bon, d'abord, tout bêtement, quand j'ai créé d'abord j'étais auto-entrepreneur jusqu'en 2016 et puis après j'ai créé une SAS, donc une entreprise, et il faut trouver un nom. Donc à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé comment je pourrais m'appeler. Et donc j'ai pensé à Crafter Studio parce que voilà, sémantiquement justement, comme j'ai toujours été un peu sur le fil du rasoir entre les deux, Art and Craft et Indus. Et le côté Indus, je le mets derrière le côté studio de design. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot un peu hybride qui m'ont en fait, enfin pas très, et pas plus, à essayer en fait de donner, de véhiculer l'idée que je me fais moi de ma pratique, qui est d'être entre les deux. Et en plus, j'ai jamais réussi vraiment à faire un choix entre les deux. Souvent pendant mes études, on m'a dit mais tu peux pas être designer et artisan, tu peux pas du tout. Et en fait, je trouvais ça assez débile parce que effectivement, je peux pas du tout aujourd'hui revendiquer être artisan d'art. Demain, par exemple, je vais en jury à l'école Boulle. Je suis pas du tout invité en tant qu'artisan. Alors que j'ai le diplôme, mais en fait, je pratique pas du tout le geste au quotidien, donc il est hors de question de me mettre dans la peau d'un artisan. Mais donc je suis intervenant en tant que designer. Mais dans ma tête, je suis pas ni vraiment l'un ni vraiment l'autre tout le temps, parce qu'en fait, je passe quand même beaucoup de temps à faire du tournage, mais je fais pas le geste traditionnel au quotidien. J'ai pas l'outillage pour, voilà. Donc j'ai jamais vraiment moi réussi à me positionner entre les deux, et puis ça me va très bien hein, parce que c'est vraiment aussi quelque chose que je revendique, d'être non spécialisé. Il y a des designers qui veulent être très spécialisés en biomimétisme, en design thinking, tout ça, et moi j'ai toujours trouvé de la richesse dans le fait d'être très déspécialisé justement, de garder une approche très superficielle des choses. Ça j'assume totalement. Quand je m'intéresse au sujet scientifique, je dis pas que je m'y intéresse pas, mais presque. En fait je m'intéresse uniquement à ce que mon client veut que je communique. Notre premier cirque, ça a été la supraconductivité. Je ne sais toujours pas vraiment aujourd'hui comment ça fonctionne, alors que j'ai travaillé des mois dessus. Mais je sais juste un peu répéter ce que lui... Mais je ne cherche pas du tout à être spécialiste du sujet, je cherche au contraire à garder une approche un petit peu de survoler en fait les sujets pour garder justement un regard un peu détaché sur le sujet, pour essayer d'être le plus clair possible quand j'essaie de fabriquer un objet. Voilà. Super, il y a une autre question. Très bien. Oui. C'est juste aussi pour le côté économique. Enfin, c'est hyper intéressant d'avoir dit que des projets qui n'avaient pas forcément été commercialisés, édités, en fait, avaient leur raison d'être pour tout ce que ça, toutes les recherches qui ont pu avoir lieu grâce à ça. Mais je voulais savoir justement comment vous faisiez, avec les industriels ou les artisans, est-ce que vous venez avec un budget, est-ce que c'est une résidence, juste économiquement, comment est-ce que ça fonctionne, ou est-ce que c'est grâce à d'autres projets à côté que vous arrivez? Alors, très bonne question. Ça dépend. Par exemple, quand j'ai fait beaucoup de concours, et ce qui est bien quand on est finaliste d'un concours, oui, généralement quand on est finaliste, il y a des budgets pour accompagner l'idée. Donc typiquement mes fabricants de papier peint, eux ils m'ont rien demandé pourtant, mais je suis allé les voir en leur disant j'ai 8 000 € de budget, et en fait si ça se trouve ils m'ont dit oui parce qu'ils savaient que si je voulais je pouvais payer, mais pourtant ils m'ont rien demandé. Les 8 000 € ils ont plutôt servi à payer les papiers, le sérigraphe, parce que voilà c'est plus une échelle, le mec c'est pas une industrie quoi, il bosse tout seul, donc hors de question de... Enfin si je peux je le paye donc. Mais... Non, l'approche, elle est...
fait, la plupart du temps, elle s'est faite sans question d'argent. C'est-à-dire que mon marbrier, il avait travaillé gratuitement pour me fraiser mes premières enceintes. Il m'a dit, moi, je fais des toilettes, je suis en train de fraiser des toilettes en marbre pour un yacht, donc pour un émirat. Donc, en fait, c'est bon, quoi. Je peux faire des petits projets. En gros, je pense que si on garde l'aspect recherche, c'est-à-dire qu'on lui fait voir que... Alors, faut surtout pas dire ça te fera de la pub, ça te fera de la com, ça c'est vraiment le piège à pas sortir, que nous, en tant que créateurs, on entend assez souvent, genre travail gratuit, tu auras de la pub, ça c'est... Moi, je veux jamais l'entendre, ce genre de choses. Mais par contre, de dire, ben moi j'essaye de re-questionner ton savoir, faire une enceinte, par exemple, pour un marbrier, il avait jamais vu, lui. Et lui, en plus, il est un petit peu un punk dans son domaine parce qu'il fait tout sauf les pierres tombales. Mais du coup, il perd énormément d'argent parce que, quand même, quand on fait du marbre, les pierres tombales, c'est un gros marché. Donc, si on n'a pas d'argent à proposer, il faut au moins proposer qu'on puisse faire évoluer l'état de l'art de la personne à qui on s'adresse. En ayant une vision un peu de pas juste être derrière son dos à lui dire tu peux me faire ça s'il te plaît, mais dire avec toi j'aimerais bien qu'on essaye, ou avec vous, j'aimerais bien qu'on essaye de faire tester des choses qui relèvent de votre savoir-faire. Mais l'aspect test, en fait, des fois stimule... En gros, si l'industriel il est curieux, ça se passe bien. S'il n'est pas curieux du tout, ou alors s'il est très 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 confortable, comme par exemple l'aéronautique, c'est des domaines qui sont très durs à percer parce qu'ils ont tellement des process ultra optimisés. En ce moment, par exemple, je postule à une bourse de la Fondation Bettencourt pour tester avec un ébéniste, on postule ensemble justement pour obtenir un financement pour détourner un process de projection plasma. Normalement, ça sert à surfacer les prothèses de hanche avec du titane. Mais ce process, par exemple, mon pote, lui, il a financé en fait une thèse pour faire ça sur du bois. Et là, typiquement, nous, si on a la bourse, eh ben, on va voir des industriels en leur disant « Salut, on aimerait bien vous payer pour faire nos tests. » Ça, c'est une première approche. On ne vous parle pas du process, vous faites ce que vous nous demandez, on vous paye. Mais en fait, ce n'est pas ça le plus intéressant. On préférait avoir une approche où on leur dit « Nous, est-ce que vous avez déjà bossé sur du bois? Est-ce que vous connaissez la potentialité que peut avoir ce matériau sur le bois? Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des tests ensemble ?» Voilà, si on n'a pas la bourse, ça sera ça notre approche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. Ok. C'est aussi pour vous payer vous aussi. Enfin, je sais pas. Alors après, pour me payer moi, en fait, ce qui est dur justement, c'est que ces projets de recherche, ils rapportent rarement de l'argent. Donc c'est pour ça que souvent j'ai essayé de les inclure dans des concours. Donc c'est super, mais sauf que si on gagne pas le concours, on a tout perdu, quoi. Mais en ce moment, par exemple, je suis en résidence. Donc j'ai essayé aussi de trouver des lieux où me placer, où je peux développer cette démarche. Donc il y a, par exemple, en ce moment, je suis résident pour peut-être encore un an à l'UMA de Arles. C'est un centre d'art qui a été créé par Maya Hoffman à Arles, en fait, et qui héberge des artistes, des designers, et où en fait on est payé pour faire des recherches sur des matériaux. Donc moi, en ce moment, je travaille sur le sel de Camargue. Comment valoriser le sel? En fait, le sel de Camargue, il sert en majorité à dessaler les autoroutes aujourd'hui. Et donc se dire comment avec d'autres technologies, comme je vous ai montré aujourd'hui, en faisant des croisements technologies, matériaux, on pourrait créer un autre matériau. Et donc avec le sel, je suis en partenariat avec un industriel de Dijon qui fait du frittage flash, donc c'est une technologie un peu compliquée, mais ça nous permet de vitrifier le sel et de faire une autre matière en fait. Voilà, donc il y a des lieux où on peut vivre. Et après, pour répondre plus basiquement, j'ai toujours mélangé des projets alimentaires un peu plus industriels à ces projets de recherche. Voilà. Ça, c'est pour mon quotidien de travail. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. De rien. C'était un plaisir. Voilà, il n'y a plus de questions? Ah, super. De toute façon, on se retrouve pour la suite du workshop. Ouais, avec Alexandre à partir de jeudi et nous à partir de demain, 9h. Ouais, merci à vous pour votre qualité d'écoute.